Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes sur la terre, c'est votre serviteur Emmanuel Motet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de témoignages qui attestent l'idée que je me fais de la femme. Nous avons essayé de montrer aux uns et aux autres comment la société méconnaît la véritable nature de la femme. On nous présente toujours la femme comme un être doux, gentil, aimable, sensible, non violent, compatissant, tandis que les hommes, bon, c'est des grosses brutes, insensibles, violents, colériques, etc. Et moi, en tant qu'écrivain, je me suis toujours ennuyé dans les livres parce qu'on présentait toujours la femme de cette manière. Et j'ai tenu à écrire, moi, des livres qui rendaient en fait hommage à la femme. On n'aide pas la femme lorsqu'on lui dit qu'elle est formidable, qu'elle est magnifique, elle est une petite princesse douce et agréable, alors que ce n'est pas le cas. Je vais vous présenter une suite de témoignages qui montrent comment des femmes ont abusé d'autres femmes, comment des mères qui sont toujours présentées comme des êtres compatissants, aimants, ont abusé de leurs propres filles. C'est ce témoignage que nous allons voir. D'abord, voici un témoignage en 3 parties. Regardez. Depuis le plus jeune âge, j'ai vécu avec ma mère et j'ai été séparée de mon père. Ils se sont séparés bien avant ma naissance. Et je ne voyais pas souvent mon père parce que ma mère n'avait pas la volonté que je puisse le voir. Et donc j'ai passé ma vie comme ça, à le voir peut-être des fois 2 ans d'années d'absence, des fois même 5 ans, je ne le voyais pas. Et du coup, toute mon enfance, en fait, je l'ai passée avec ma mère. C'était difficile au quotidien, dans le sens où, dès mon plus jeune âge, je me faisais maltraiter par ma mère. Des maltraitances physiques et psychologiques. Je me faisais frapper avec ses propres poings. Je me faisais frapper avec tout ce qu'elle pouvait prendre avec sa main, en fait, que ce soit des chaussures, des chargeurs, vraiment un peu de tout. Je ne comprenais pas forcément pourquoi je me faisais frapper, mais j'encaissais. Avec ma mère, on a beaucoup déménagé. On a vraiment beaucoup déménagé. Et ce qui m'étonnait, c'est que nos voisins, en fait, savaient ce qui se passait à la maison, mais personne n'osait, en fait, faire quelque chose pour moi. J'avais toujours cette pensée-là, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un aurait le courage de parler à ma place, mais jamais. Sauf une fois où j'avais peut-être 9 ans, on habitait à Drancy et on habitait au premier étage et nos voisins du rez-de-chaussée, en fait, ont contacté un numéro pour maltraitance. On a eu un rendez-vous et avant même ce rendez-vous, ma mère savait déjà pourquoi elle allait là-bas. Et avant son rendez-vous, du coup, elle m'a dit « Ma fille, tu n'aimerais pas voir ta mère en prison, donc ne leur dis pas ce qui se passe à la maison. » Et moi qui aimais ma mère, malgré ce qui se passait quand j'étais jeune, j'ai décidé de garder le silence. Mais même à ce rendez-vous, on ne m'a pas demandé à moi ce qui se passait. Ils ont pris ma mère a dit ce qu'elle avait à dire. Et puis voilà, les temps sont passés et rien n'a changé. Avec mes frères, j'ai 2 frères et il y en a. C'était surtout avec le petit frère qui avait une certaine rivalité. On a 8 ans d'écart et en fait c'était le petit chouchou de la maison. Et donc quand on a. Enfin c'était le plus jeune, du coup il avait plus de privilèges. Et donc il y avait beaucoup de concurrence en fait à la maison. Ça veut dire qu'en gros, il y avait une grosse rivalité entre nous, mais surtout entre moi et mon petit frère. Ma mère qui passait son temps à nous comparer, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Mais ça faisait vraiment du mal à l'intérieur de moi. Et sachant qu'à l'école aussi ça se passait vraiment mal, je refusais de l'admettre, je refusais d'employer ce terme, mais je me faisais concrètement harceler. Je ne comprenais pas pourquoi on ne m'aimait pas à l'école. J'étais toujours celle qu'on mettait de côté.
Et, euh, et ça me faisait du mal. Et j'attendais un petit soutien du côté de ma famille, mais même à la maison, ça se passait super mal. Et d'ailleurs, je suis atteinte de la drépanocytose type SC. Ça veut dire que j'ai des rendez-vous fréquemment à l'hôpital pour assurer un suivi, puisque voilà, la maladie nécessite un suivi quotidien. Et du fait de cette maladie, normalement, en fait, ma mère devait prendre soin de moi. J'étais déjà assez fragile, déjà du fait de cette maladie, mais même en sachant que j'avais cette pathologie, ma mère me frappait quand même. J'ai appris à ne pas en fait dire à mes proches que j'étais malade, puisque lorsque je l'étais, vu que je vivais que avec ma mère, ça faisait que c'était toujours elle qu'on appelait. Elle devait partir de son travail pour venir me chercher, pour m'emmener aux urgences, parce que lorsque je suis malade, c'est directement les urgences, et je ressentais que ça la gênait. Et même des fois quand je me trouvais malade, mais vraiment malade, ma mère s'énervait contre moi. Limite, elle me frappait. Du coup, quand j'étais au collège, j'avais des pensées suicidaires. Ça allait vraiment pas. J'avalais mes médicaments de la drépanocytose qui était assez puissant quand même. J'avalais les comprimés qu'on me donnait quand j'avais des crises qui étaient assez puissants. Et j'espérais en fait que ça se fasse comme dans les films, où tu prends le médicament et où tu commences à baver un peu et que voilà, tu mets fin à ta vie tranquillement, dans la paix. Je voulais partir en fait en paix puisque ça allait vraiment plus. Et j'ai fait ça. J'ai essayé plein de trucs, de me tailler les veines. J'ai des proches qui se sont suicidés. Et je me disais en fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Ces gens-là, ils sont partis en paix. Des personnes qui se sont suicidées parce que justement ça allait pas, ils se faisaient harceler, ils n'avaient aucune forme de soutien. Bah pourquoi moi je devrais subir ce que je subis à la maison ? Quand j'étais au collège à Villemomble, j'avais en fait notre bâtiment, on habitait au 5e étage et il y a une sorte de pierre en fait qui sert vraiment à rien. Et des fois je m'y mettais debout et j'étais en fait dans le vide en fait. Je me mettais debout sur cette pierre-là et en fait, il y avait le vide. Et je me disais, bah Charlène saute. Charlène saute. Clairement, vas-y. T'as aucun soutien au niveau de ta famille. Ta famille te maltraite. Tes soi-disant amis aussi ne t'aiment pas. À l'école, on te fait du mal. Personne n'est là pour toi. Saute. T'as que ça à faire, il te reste plus que ça. Vas-y, saute. Mais j'ai jamais eu le courage en fait de le faire. Mais j'avais toujours ces pensées-là. Toujours dans la tête, toujours. Des fois quand je me faisais frapper, j'en parlais à ma mère. Je lui criais comme ça, je vais me suicider, tu vas voir. Et elle, sa réponse qui me choquait, c'est vas-y. Concrètement, vas-y, fais-le. Lorsque j'avais 12-13 ans, j'étais partie en Côte d'Ivoire. On avait l'habitude de partir en Côte d'Ivoire tous les ans. Et un soir comme ça, je ne sais plus pourquoi, mais il n'y avait plus personne à la maison, que ce soit mon beau-père, mes frères. J'étais seule à la maison avec ma mère. Et j'étais dans ma chambre, je dormais. Et un soir comme ça, bah du coup, ce soir-là, ma mère me réveille. Et elle me dit ne bouge pas. Et elle avait un truc à côté d'elle. Et c'était du piment. Et comme ça, elle m'a dit « Ne crie pas, sinon je te frapperai ». Elle m'a étalé le piment sur tout le corps. Tout le corps, le visage, les parties intimes. J'avais 12, 13 ans. Je criais quand même. Elle a mis le coussin sur ma tête et elle m'a dit « Si tu cries, je te laisserai comme ça ». Et du coup, à un moment donné, elle s'est dit bah va me laisser. Et
Et à un moment, elle a dit qu'elle va me laisser. Du coup, elle m'a laissée. Et elle m'a dit, tu peux aller à la douche maintenant. Sachant que notre maison, quand je sors de la chambre, en fait, il y a les escaliers. Et juste à côté, il y a la porte de la douche. Mais c'est très étroit. Et un jour, mon petit frère, le plus petit, a fait l'erreur de glisser dans ces escaliers-là. Et il s'est ouvert le front. C'était vraiment grave. Et ma mère, comme ça, moi, je sors avec du piment sur la tête. Je ne vois presque plus. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est d'enlever ce piment-là. Et ma mère me lâche comme ça, sachant que j'aurais pu tomber dans ces escaliers. Et je ne sais ce qui se serait passé. J'ai pu aller dans la salle de bain et ôter tout ce piment-là. C'était très dur. Je ressentais toujours le piment en moi. Et c'était vraiment dur. Et j'avais plus envie de parler à ma mère. Mais comme j'étais jeune, ma mère aussi, comme pour habitude, la manipulation. Je te fais du mal et derrière, je te donne un cadeau. Je te prouve que je t'aime. Et après, je redeviens méchante. Toujours comme ça. Et je me sentais vraiment abandonnée. Et il faut savoir, précision, du coup, mon père est chrétien et ma mère était musulmane. Et du coup, j'allais à la mosquée, etc. Mais j'avais toujours ce sentiment d'abandon. Toujours. Je ressentais rien. Je ressentais toujours ce fait que je sois toute seule. Puis arriver la période du Covid, ma mère travaillait en restauration. Elle est barman. Et quand les restaurants commençaient à fermer, elle passait plus de temps à la maison. Et moi, c'est ce que j'évitais. Puisque à chaque fois qu'on se retrouvait dans la même pièce, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Et là, en fait, à chaque fois, avant chaque allocution du président, je priais pour ne pas qu'il ferme les restaurants parce que je voulais pas me retrouver toute seule avec ma mère. J'étais d'ailleurs même heureuse quand il laissait les restaurants ouverts pour qu'elle puisse aller au travail et que nous puissions rester seuls à la maison. Et comme ça, les restaurants se fermaient et ma mère passait plus de temps à la maison. C'était horrible. Je me faisais frapper tout le temps pour un oui ou pour un non. Comme ça, pour le plaisir. Je me faisais frapper, battre, taper comme si j'étais un ballon de foot avec ses pieds, ses bras, tout. Les soirs, j'enfilais des vêtements, plusieurs vêtements, pour atténuer les coups que je pourrais recevoir. Et vous savez, nous, du coup, notre famille, elle est recomposée, mais vraiment très, très recomposée. Et ma mère nous empêchait en fait d'avoir des contacts avec les membres de notre famille. Dans ma tête, je me disais, elle savait ce qu'elle faisait, elle nous frappait. Et elle ne voulait pas que ça se sache, que les gens voient comment on vit, nous, chez nous. Pour extérioriser, pour éviter de commettre l'irréparable, j'ai tenu un journal intime, un petit cahier que j'avais trouvé dans mes affaires, où j'écrivais en fait pour me libérer tout ce qui se passait à la maison. Et quand j'écrivais, je pesais pas mes mots. Ça veut dire que s'il fallait la traiter de sorcière, je t'aime pas, etc., je l'écrivais. J'écrivais tout, que ça soit sur ma mère ou sur mon petit frère, les mots qu'ils faisaient sortir de leur bouche qui étaient très très blessants, je le sortais. Les coups que je recevais, je le ressortais. Un jour comme ça, mon frère, le plus grand, celui qui a 2 ans d'écart avec moi, lui a donné ce cahier-là. Il lui a remis. Et par méchanceté. Et quand il est venu au salon, parce que j'étais au salon à ce moment-là, il m'a souri. Et moi, je ne comprenais pas. Et ma mère est sortie juste après. Et elle avait l'air très, très énervée. Et elle m'a dit concrètement, ton frère va fouiller ta chambre de fond en comble. Toi, tu restes là, tu ne bouges pas. Et moi, sur le coup, j'avais peur. Je me disais, elle va sûrement trouver le téléphone. Et j'avais en fait complètement oublié ce cahier-là, parce qu'en fait, moi, je le cachais avec un tas de cahiers. En fait, j'avais pas peur qu'elle trouve mon cahier. Je me suis dit, bon, je veux pas qu'elle trouve mon téléphone, mais si elle trouve, c'est pas grave, parce que c'était pas la première fois. Et dans ma tête, je me disais, je vais sortir comme ça de chez moi,
Sauf que ma mère avait pour l'habitude de nous enfermer à clé. On n'avait pas la clé. Du coup, on n'avait pas de quoi sortir. Et je pouvais pas sortir de la maison. Et elle revient me voir et elle me fait comprendre que j'ai trouvé ton cahier et le téléphone que tu avais. Et quand elle m'a annoncé ça, j'étais choquée. Je me suis dit, mais comment elle a pu trouver? Ma mère, des fois, elle fouille dans le placard mes vêtements, mais jamais dans mes cahiers. Et j'ai compris qu'en fait, mon frère avait bien fouillé pour lui remettre ce cahier-là. Et ma mère a dit qu'elle prendrait soin à lire ce cahier-là, toute la nuit. Moi, je suis partie dans ma chambre, j'ai enfilé plein de vêtements parce que je savais que ce que j'avais écrit dans ce cahier-là, ça aurait causé ma perte. Je ne saurais pas comment elle aurait réagi cette fois-ci. Encore le téléphone, j'aurais reçu des coups, bam, bam, bam. Mais ce cahier-là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Du coup, la nuit, j'ai pas dormi. Et cette nuit-là, c'était le lendemain de mon anniversaire, le 4 juin. Et ma mère est sortie pour aller au travail. Et elle m'a dit, je te réglerai ton compte. Elle est partie au travail, la journée est passée. Elle m'a pas calculé. Moi, je suis restée dans ma chambre toute la journée. Et un matin, comme ça, elle me dit, viens avec moi au travail. Elle avait l'habitude de me faire amener à son travail pour travailler avec elle. Que ça soit à la plonge, en salle, j'avais l'habitude. Je voulais pas y aller. J'ai enfilé mes vêtements. Je suis partie. Ensuite, je me suis retrouvée à son travail. Et je savais que si je partais pas aujourd'hui, de mes propres moyens, j'aurais pas supporté ce qu'elle m'aurait fait. Sachant que juste avant d'arriver à son travail, en fait, ce qui a fait que au final, je suis partie, c'est que dans la voiture, elle m'a menacée, hein. Elle m'a insulté de tous les noms. Sale tac, tu sers à rien. Tu vas voir ce que je vais te faire ce soir. Rappelle-toi ce que je t'ai fait quand tu étais petite. Le piment, ça va se repasser ce jour-là. Et franchement, je pense que j'aurais pu en fait supporter le fait qu'elle me dise qu'elle va me frapper. Mais quand elle a reparlé de ce qu'elle m'avait fait quand j'étais gamine, là c'était de trop en fait. J'ai dit non, je pourrais pas revivre ça une deuxième fois. Je pourrais pas. J'avais 16 ans. Et on arrive à son travail du coup. Et à un moment, je me suis retrouvée avec la réceptionniste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me souvenir de l'adresse mail de l'entreprise de mon père, avec qui j'avais plus de contact pendant des années. Donc j'ai cherché et je lui ai envoyé un message. Et je lui ai envoyé, papa, si tu réponds pas à telle heure précisément, je disparaîtrai. Peu importe où, je partirai parce que je peux plus supporter ce que maman me fait. Il répondait pas. J'ai fait un copier-coller. J'ai copié ça plus de 100 fois, je l'ai envoyé. Il répondait pas. J'étais triste. Il répondait pas. Il restait plus que 5 minutes avant que je parte en fait. J'espérais. Je lui ai envoyé les messages, il répondait pas. Et là, je reçois une notification, mon père qui répond. Ah, ma puce, tu peux pas faire ça comme ça. Il y a la loi, etc. Patiente un peu et ça va bien se passer. On fera les choses proprement. Je dis, papa, ça fait des années que c'est comme ça. Je peux plus supporter. C'est fini, c'est soit tu viens me chercher, soit je viens te voir. Mais je peux plus, je vais partir, je peux plus rester. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné son numéro que j'ai mis dans ma chaussure. Et du coup, quand il m'a passé son numéro, j'ai attendu que ma mère puisse se mettre dans un coin, qu'elle puisse pas me voir. Ça s'est passé et j'ai couru. On va se trouver à son travail à Bobigny, dans le 93, et j'ai couru. J'ai croisé un vigile de là où elle travaillait et je lui ai fait comme si de tout allait normal, parce que si je lui montrais que ça allait pas bien, il m'aurait ramené chez ma mère. Je lui ai parlé normal, ça va tranquillement, et dès qu'il m'a tourné le dos, j'ai couru. Je suis partie prendre le métro 5
J'étais en pleurs, vraiment en pleurs parce qu'il ne répondait pas. Et là, je reçois une notification, mon père qui répond. Ah, ma puce, tu peux pas faire ça comme ça, il y a la loi, etc. Patiente un peu et ça va bien se passer, on fera les choses proprement. Je dis, papa, ça fait des années que c'est comme ça, je peux plus supporter. Je peux plus supporter. C'est fini, c'est soit tu viens me chercher, soit je viens te voir. Mais je peux plus, je vais partir, je peux plus rester. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné son numéro que j'ai mis dans ma chaussure. Et du coup, quand il m'a passé son numéro, j'ai attendu que ma mère puisse se mettre dans un coin, qu'elle puisse pas me voir. Ça s'est passé et j'ai couru. On se trouvait à son travail à Bobigny, dans le 93. Et j'ai couru. J'ai croisé un vigile de là où elle travaillait. Et je lui ai fait comme si tout allait normal. Parce que si je lui montrais que ça allait pas bien, il m'aurait ramené chez ma mère. Je lui ai parlé normal, ça va tranquillement. Et dès qu'il m'a tourné le dos, j'ai couru. Je suis partie prendre le métro 5. J'étais en pleurs, vraiment en pleurs parce que fuguer, ça se fait pas chez nous. J'ai jamais fait ça, je suis jamais partie de chez ma mère. J'ai jamais fui comme ça. Du coup, j'étais en pleurs. Il y a un monsieur qui m'a demandé si ça va et je lui ai dit oui, ça va. Mais est-ce que je pourrais vous emprunter votre téléphone, s'il vous plaît, pour que je puisse appeler mon parent? Il m'a passé le téléphone, j'ai appelé mon père. Mon père, il voulait venir me chercher, mais je lui ai dit non, je peux venir de mes propres moyens. Tu es peut-être sûrement en train de travailler, je peux venir. Et heureusement que je l'avais appelé. Parce que je savais comment aller chez mon père, mais j'ai jamais osé en fait faire le chemin pour le rejoindre. Puisque ma mère savait comment me tenir, me retenir en fait. Et en fait, mon père avait déménagé avec ma belle-mère. Et heureusement du coup que je l'ai appelé. Du coup, ça veut dire que j'ai fait tout le chemin pour aller chez lui. Il m'a récupérée. Et j'étais enfin avec lui, avec mon père et ma belle-mère. Et c'était le 6 juin, du coup on était le 6 juin. Il m'a dit on va faire les choses proprement, on va aller à la gendarmerie parce que c'est une fugue. Et ta mère en fait a enlevé mon autorité parentale, du coup faut que tu ailles à la gendarmerie. Et du coup on est parti, j'ai expliqué ma situation et personne n'essaie de comprendre. Personne n'essaie de comprendre. Il me disait mais ramener la fille chez sa mère, c'est elle qui a l'autorité parentale. Sauf qu'on expliquait aux gendarmes que j'ai quand même vécu de la maltraitance physique et psychologique depuis des années. Et en se répétant, il a fini par nous accepter et prendre ma main courante. Et on m'a autorisé à vivre chez mon père le temps du jugement, etc. Et du coup, j'ai vécu avec mon père et ma belle-mère. Et faut savoir que quand je suis partie, avant de partir, quand j'étais sur l'ordinateur, quand j'envoyais les messages à mon père pour qu'il puisse venir me chercher, je m'étais connectée à Apple pour justement supprimer tout ce qu'il y avait dans mon téléphone. Mais comme je suis partie subitement, ça a eu le temps de supprimer que le mot de passe. Ma mère a eu accès à mon téléphone et en fait, j'avais pris des photos intimes, des photos où j'étais en lingerie concrètement. Et quand je suis partie, ma mère en fait, au lieu de faire les choses bien, elle a essayé de nous détruire. Elle a envoyé ces photos-là aux membres de ma famille pour dire que cette fille-là est une fille rebelle et pourrie comme on dit chez nous. Ça veut dire qui aime le sexe ou quoi, etc. Et elle justifiait en fait le peu de coups qu'elle me donnait. Donc ça veut dire que ces années de maltraitance, elle le nie complètement. Elle a envoyé toutes ces photos-là à des inconnus. Elle a donné les contacts de mon père, son numéro, etc. pour que les gens l'appellent. Comme quoi mon père a manipulé mon cerveau, etc., etc. Et moi, ça m'a vraiment détruite, ça m'a blessée. Que ma propre mère envoie mes photos intimes, des photos que j'avais jamais envoyées, mais que j'avais gardées pour moi. Puisque à ce moment-là, je me sentais en fait, du coup, pas aimée
Et je voulais me prouver à moi-même que j'étais belle en fait, que j'étais belle. Et j'avais pris ces photos pour moi-même, je les ai vraiment jamais envoyées. Ma mère a utilisé ces photos contre moi, en a fait part au juge et à ses avocats. Et tous la voyaient comme l'image qu'elle me donnait, alors que c'était pas du tout ça. J'étais détruite, personne ne croyait en moi. Je sentais le doute quand les gens me parlaient. Les membres de ma famille quand ils m'envoyaient des messages. Oh, t'es pourri, t'as pas supporté les coups que ta mère te donnait alors qu'elle faisait ça pour ton bien. Tout ça, j'ai supporté. Du fait de ma maladie, j'avais des rendez-vous à Paris, à l'hôpital Robert Debré. Et du coup, ça veut dire que ça nécessitait que ma mère soit là parce qu'elle avait mes documents d'identité, carte vitale, etc., carnet de santé. Et à chaque fois qu'on avait ces rendez-vous-là, c'était plus de 2 par mois, elle insultait mon père de tous les noms. Elle m'insultait de tous les noms. Jusqu'à un jour où vraiment c'était la goutte de trop, j'ai jamais vraiment répondu à ma mère, parler avec le cœur. Je lui ai sorti ces 4 vérités, elle n'a pas daigné parler. Et mon père a ressenti que je disais quand même la vérité, que ma mère n'a pas pu répondre. Ce jour-là, je me sentais quand même apaisée. Et il faut savoir que quand du coup... et j'ai eu plus de contact avec ma mère après, parce que j'avais plus mes rendez-vous à Paris. J'avais du coup tout fait. J'avais fait... là où j'habite avec mon père, j'ai tout fait les démarches pour que ça se passe là-bas. Ma mère, qui jusqu'à aujourd'hui a refusé de me donner mes documents d'identité, j'ai failli ne pas passer le bac, mais je l'ai passé quand même et je l'ai eu. Et du coup, je ne l'ai plus vue, j'ai plus pris contact avec elle. Et comme ça, quand je vais chez mon père, j'ai rencontré une femme qui m'a remis un papier, une invitation à venir à l'église. Et j'en ai parlé à mon père, mais lui respectait ma religion, le fait que je sois musulmane. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Du coup, un jour, j'ai décidé d'aller à l'église. Et en fait, en rentrant à l'église, j'ai vu des gens à genoux qui pleuraient, etc. Limite, je rigolais, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens font? Et à la fin du culte, je me suis moi-même retrouvée en train de pleurer. Et après ces pleurs, j'ai ressenti une paix et un amour immense que je n'avais jamais ressenti. Et j'ai continué à aller au culte. Et plus j'allais au culte, plus je me sentais bien. Plus je me sentais bien. Et ça se passait super bien. J'avais pas mis de côté, mais j'avançais dans la vie. Là où je pensais que je n'étais capable de rien faire, je ne servais à rien. J'ai trouvé que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on est censé avoir les résultats de notre année, parce que là, j'ai passé une année en droit, donc je suis étudiante en droit. Vraiment, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais pas cru en fait, que je puisse comme ça passer une année en droit. J'ai eu ma rencontre avec Jésus-Christ, j'ai été baptisée le 6 mai 2023 et je suis heureuse d'être en Jésus-Christ. Il m'accorde tout ce dont je désire, je prie et il me répond, il m'accorde ce que je veux. J'ai créé une association de danse dans ma ville à Orléans et il me l'a accordé. Je me bats chaque jour et lui vient appuyer en fait mes combats et ce que je demande se réalise. Je sais que j'ai de grands plans à mener. Je sais que j'ai un grand combat à mener, mais je sais que Dieu est là. Jésus-Christ est là. Et aujourd'hui, je suis heureuse de mener vraiment cette relation avec le Christ. Et Yahushua, le Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Yahushua.